Un laboratoire caché au cœur de la Chine. Officiellement, il n'existe pas. Et pourtant, des documents confidentiels révèlent qu'à l'intérieur de ce bâtiment, des scientifiques travaillent sur une technologie capable de bouleverser l'équilibre du monde. On parle de la fusion nucléaire. Une source infinie, propre et sans déchets radioactifs. Si elle fonctionne, tout va changer. Vous imaginez? Plus de pénurie, plus de hausse de prix, plus de guerre pour l'énergie. Mais avant d'en arriver là, le défi est titanesque. Il faut réussir à recréer un soleil miniature sur Terre. Vous dites que c'est impossible? Et pourtant, on s'en approche. Les scientifiques du CEA et leurs collaborateurs internationaux ont maintenu un plasma chaud de plusieurs dizaines de millions de degrés Celsius pendant 1337 secondes. Mais au-delà des contraintes techniques, de nombreux acteurs pourraient voir d'un très mauvais œil cette technologie qui pourrait réduire à néant tout leur business. Eh bien oui, si l'énergie devient illimitée et gratuite, les géants du pétrole et du gaz risquent de s'effondrer. Ils ont donc tout intérêt à ralentir, ou du moins contrôler cette innovation. Mais ils ne sont pas les seuls sur le coup, car l'armée est de la partie et voit au contraire cette fusion comme une opportunité incroyable. Elle pourra par exemple produire des armes qui relèvent aujourd'hui de la science-fiction. C'est un véritable jeu de pouvoir qui est en train de s'opérer. Alors, qui réussira à surmonter ces obstacles? Et surtout, cette énergie infinie bénéficiera-t-elle au grand public ou restera-t-elle la propriété d'une élite? Bienvenue sur Ça coule de source. Voici l'objet de tous les désirs. Je ne parle pas du soleil en lui-même, mais plutôt de la possibilité d'avoir une énergie illimitée, propre, et qui serait capable d'alimenter le monde entier. Une idée qui fascine scientifiques et ingénieurs depuis des décennies. Eh bien, ça existe. En tout cas en théorie, grâce à la fusion nucléaire. Mais attention, on ne parle pas de l'énergie nucléaire que nous maîtrisons déjà et qui alimente nos centrales, c'est pas ça. Non, ici, on va plus loin, beaucoup plus loin. Aujourd'hui, pour produire de l'électricité, on fait appel à la fission nucléaire, c'est-à-dire que l'on va casser des atomes pour en libérer de l'énergie. Avec la fusion, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que l'on va fusionner des atomes entre eux et ainsi tenter de reproduire la réaction qui se fait naturellement au sein de notre Soleil. Alors sur le papier, c'est le Graal énergétique. Eh bien oui, on aurait une source inépuisable à notre disposition sans les désagréments des déchets toxiques ou de risques d'explosion incontrôlés. Un rêve absolu quoi. Mais vous vous en doutez, avec une telle promesse, personne ne veut rester sur le banc de touche. En effet, une énergie aussi révolutionnaire, capable de tout changer, attire forcément les convoitises. Alors, la grande question est, qui va s'approprier cet atout stratégique en premier? Ah ça, c'est la question à 1 million. En effet, il faut savoir que la course est déjà lancée. Nos recherches indiquent que 3 nations sont en pole position dans cette affaire. Il ne reste maintenant qu'à savoir qui arrivera en premier. Eh bien déjà, je peux vous dire que parmi ces 3 nations, on retrouve la France, avec son projet ITER, situé dans le sud du pays. Alors quand je dis la France, je vais un petit peu vite en besogne, car ITER regroupe 35 nations réparties aux 4 coins du globe. Une coopération jamais vue, qui a rendu possible la création du plus grand projet de fusion nucléaire de toute l'histoire. Car ITER, c'est ça, une véritable mégastructure digne de la science-fiction. Superficie de la plateforme, 84 terrains de football. Dimension de la fosse d'isolation sismique, la taille d'un porte-avions. Volume de terre et de roches excavées, 84 piscines olympiques. Et masse du complexe, le poids de l'Empire State Building. On est sur du lourd, du massif. Au cœur de ce dispositif se trouve le tokamak, une immense chambre en forme de donut dans laquelle on a du plasma ultra chaud qu'on va contenir grâce à la technique de confinement magnétique. Mais visiblement, c'est pas simple. En effet, ITER, qui devait s'imposer en leader, accuse aujourd'hui plus de 20 ans de retard et a déjà englouti 45 milliards d'euros. Et pendant qu'ITER s'embourbe, les États-Unis misent sur plusieurs technologies, dont une très prometteuse, le Z-Pinch. Ici, pas besoin de mégastructures titanesques, pas de chantier interminable. On va plutôt créer un courant électrique ultra puissant pour forcer le plasma à se compresser, jusqu'à déclencher la fusion. Et ça pourrait faire la différence. Car ce système, vu qu'il est plus petit, pourrait faciliter son déploiement à grande échelle. Et enfin, une autre nation attise tous les regards en ce moment, c'est la Chine. En effet, en plus de son fameux réacteur East, qui bat tous les records, la Chine construit des infrastructures dont personne ne parle officiellement.
Vous voyez ce bâtiment en forme de X? Officiellement, il n'existe pas. Et pourtant, il pourrait bien être au cœur de l'un des projets les plus avancés de la planète. À première vue, rien d'extraordinaire. Un immense complexe perdu dans le sud-ouest de la Chine, près du Mengyang. Son but est simple, dominer la fusion nucléaire. D'après CNN, qui a obtenu des documents confidentiels, ce site serait une installation secrète dédiée à cette technologie spécifiquement. Alors concrètement, aux méthodes traditionnelles qui reposent sur des aimants géants, comme on l'a vu, les scientifiques chinois misent plutôt sur une autre technique, la fusion par laser. Alors le principe est simple. On va prendre des faisceaux, ici qui vont partir de chacune des 4 branches pour converger en un seul point au milieu du bâtiment. On va donc comprimer violemment des atomes d'hydrogène jusqu'à ce qu'ils fusionnent. La technique est radicalement différente d'ITER, mais pourrait atteindre ce que tout le monde cherche, à savoir le gain net d'énergie. Ça, c'est l'élément essentiel à comprendre quand on parle de fusion nucléaire. Car produire de l'énergie, c'est censé le faire. Mais il faut en produire plus que l'on en injecte. Et ça, c'est pas rien. Alors à ce jour, seuls les États-Unis en 2022 ont réussi cette prouesse. Et encore que partiellement, mais je ne rentre pas dans les détails. En fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce bâtiment chinois utilise exactement la technologie des États-Unis. Sauf qu'il est 50% plus grand que le NIF américain qui a réussi cet exploit. Et ça, c'est pas un détail. Étant donné qu'il est plus grand, il pourra avoir plus de puissance et libérer plus d'énergie. Sur le papier, c'est très certainement le projet le plus avancé sur la planète. Mais attention, en dépit des progrès, la fusion reste un défi titanesque. On l'a vu, la France a réussi l'exploit de maintenir un plasma de 22 millions de degrés pendant 22 minutes. Et pourtant, on est très loin des 150 millions nécessaires pour que la fusion opère. Clairement là, on est face à un des 2 problèmes majeurs liés à la fusion, à savoir en premier, maintenir la chaleur. Oui, aucun matériau au monde n'est capable de résister à une telle fournaise. On parle de 10 fois la température du cœur du soleil quand même. Mais pour l'heure, les scientifiques se tournent vers le tungstène, qui est très prometteur, car il a une excellente capacité à repousser la chaleur, mais franchement, on est très loin du compte. L'autre contrainte majeure pour que la fusion réussisse résiste dans le choix des combustibles. Vous allez voir, c'est très intéressant. En clair, pour que ça fonctionne, il faut 2 éléments indispensables. Le deutérium, un isotope de l'hydrogène, et le tritium. Pour le premier, alors pas de souci, on le trouve en abondance dans l'eau de mer. Mais pour le second, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, le tritium est extrêmement rare. Sur toute la planète, imaginez bien, on n'en dispose que de 27 kg. Et là où on a un problème, c'est que pour un seul réacteur à fusion, on aurait besoin de 50 kg et juste pour une année. Faites le calcul, on se retrouve dans une impasse. Donc, en d'autres termes, sans tritium, pas de fusion. Et en fait, ce qui tourne autour du tritium soulève des enjeux géopolitiques. En effet, le tritium est un élément clé dans la bombe à hydrogène. Donc, si tout le monde se met à le produire, ça ouvre une nouvelle course à l'armement atomique. Mais là où la situation se corse encore un petit peu, quand je dis un petit peu, c'est un euphémisme, c'est que la production de ce combustible est vouée à disparaître. Et oui, il provient du retraitement d'eau lourde irradiée dans des réacteurs à fission nucléaire CANDU, qui sont principalement situés au Canada, en Corée du Sud et en Roumanie. Et le hic, c'est que ces installations sont vieillissantes et ne vont pas être remplacées. Et vers qui on va se tourner en cas de pénurie? La Corée du Nord. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, c'est pourtant le cas. En effet, Pyongyang est l'un des rares pays à développer activement ses capacités d'enrichissement en lithium-6, justement, qui donne naissance à ce fameux tritium. Alors, face à tant de défis, aura-t-on un jour accès à cette fameuse énergie libre? Eh bien, au vu des obstacles techniques, on comprend mieux pourquoi depuis 70 ans, on nous répète que la fusion sera prête dans 30 ans. Donc c'est une chimère. Ou serait-il possible que des gouvernements soient déjà en possession de cette technologie et qu'ils fassent croire au grand public le contraire? Ah, mon esprit divague, pardonnez-moi. Mais dans l'inconscient collectif, ce n'est pas la première fois qu'émerge l'idée d'une énergie libre et abondante. Eh bien oui, un nom revient depuis plus d'un siècle. Je pense forcément à Nikola Tesla. Selon la légende, il aurait fait des percées dans ce domaine. Mais tout ce qui tourne autour de ses recherches nourrit de grosses spéculations, car ses travaux auraient été étouffés. Certaines personnes, ne souhaitant peut-être pas que cela tombe en toutes les mains, en 1895,
son laboratoire à New York est parti en fumée dans un incendie qui a tout ravagé. Prototype, note de recherche, machine révolutionnaire. Et puis à sa mort, en 1943, encore un autre incident. Le gouvernement américain a saisi toutes les recherches. Alors coïncidence, sabotage, des questions qui resteront sans réponse. Mais l'idée reste. En effet, on voit des vidéos tournées sur le net qui alimentent la théorie que l'énergie libre existe déjà. Comme celle-ci, qui montre des moteurs à aimants qui tourneraient à l'infini. Sauf que ça, malheureusement, c'est impossible. En effet, un moteur à aimants qui tourne tout seul et de manière indéfinie, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'un aimant ne crée pas d'énergie. Il fait juste bouger des objets. Et sans une force extérieure, tout finit par s'arrêter de lui-même. Mais peut-on vraiment écarter l'idée que, dans l'ombre, certains auraient tout intérêt à ce que ça ne marche pas? Réfléchissons ensemble. Qui a tout à perdre dans cette affaire? Pour comprendre, il faut suivre l'argent et voir qui finance tout ça. Eh bien, en investiguant, on découvre que sur les 7 startups les plus avancées de la planète sur le sujet de la fusion nucléaire, les géants de l'énergie comme Eni en Italie ou Equinor en Norvège sont de la partie, et plus généralement les États liés au pétrole. Sur le papier, tout le monde se réjouit de cette avancée technologique, mais dans la réalité, ceux qui dominent l'énergie ont plutôt tout à perdre. Ils pourraient être tentés de jouer un double jeu. Imaginez, en investissant dans la fusion nucléaire, ils s'assurent un siège au premier rang pour surveiller l'évolution de cette technologie. Mais d'un autre côté, ils peuvent se placer aussi en pole position si elle décolle. Donc ils gardent la main sur le tempo des avancées avec la possibilité de ralentir les investissements pour éviter que la transition ne s'accélère trop vite à leur détriment. Après, si cela ne suffit pas, ils pourraient passer à l'offensive. Imaginons un instant que la fusion fonctionne. Ils pourraient très bien contre-attaquer en baissant fortement leur prix. Car oui, n'oublions pas que même si la fusion est opérationnelle, il faudra attendre encore des décennies pour mettre en place ces infrastructures. Du coup, si le baril de pétrole tombe par exemple à 20 $, cela signifie que l'électricité, issue du pétrole et du gaz, deviendront ultra compétitifs. Et comme les politiques d'aujourd'hui ont plutôt tendance à voir à court terme qu'à long terme, on est en droit de penser que les gouvernements et les industriels vont freiner des 4 fers pour mettre en place cette fusion. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé avec les énergies renouvelables dans les années 2010. Les prix bas du pétrole ont considérablement freiné le solaire et l'éolien. Mais reprenons notre tableau. Est-ce que certains noms vous parlent? Bezos, Sam Altman, Peter Thiel, tous sont des milliardaires. Alors la liste est non exhaustive bien sûr. Il y a aussi Bill Gates, Mark Benioff et Vinod Kochhar, qui sont aussi de la partie. Pourquoi est-ce qu'on les retrouve ici? Parce qu'ils savent que celui qui contrôle la fusion contrôlera l'énergie mondiale. Et aura en sa possession un moyen de pression colossal. Imaginez le potentiel. Si vous ne le voyez pas, il y a des chances qu'eux le voient. Par contre, il est fort à parier que si la fusion est entre leurs mains, elle ne sera pas gratuite. Eh bien oui, c'est normal, ce sont des financiers, pas des philanthropes. Ils chercheront donc à maximiser leurs profits, quitte peut-être à limiter l'accès à cette énergie. Donc, tout le monde ne pourra pas en bénéficier. Et lorsqu'une technologie aussi stratégique est limitée à une poignée d'acteurs, il y a toujours un qui passe en premier. C'est qui? C'est le secteur militaire. En effet, si cette technologie arrive à maturité, elle ne servira peut-être pas en premier lieu à alimenter nos foyers, car elle mettra, je l'ai dit tout à l'heure, des décennies à voir le jour. Mais la déployer à court terme, c'est envisageable. L'histoire l'a déjà prouvé d'ailleurs. Souvenez-vous de la découverte de la fission de l'atome avec le projet Manhattan. On a commencé, si mes souvenirs sont bons, à faire une bombe atomique. Puis, 30 ans plus tard, on a déployé cette innovation pour qu'elle serve le grand public. Idem pour l'Internet, le GPS, enfin bref, vous avez compris l'idée quoi. Et une des preuves que les militaires sont déjà sur le coup, c'est ce brevet de la marine américaine. On parle d'un réacteur à fusion compacte capable de produire une énergie considérable, suffisamment petite pour être embarqué sur un navire. En gros, c'est un réacteur à fusion qui viendrait remplacer les moteurs nucléaires classiques. Ce brevet décrit un moteur à fusion ultra compact. Et attention, c'est du lourd. L'idée, contenir du plasma brûlant à des températures extrêmes grâce à des champs électromagnétiques, mais sans les énormes aimants qu'on utilise habituellement. Une fois la fusion enclenchée, le système s'auto-alimente sans avoir besoin d'un apport constant. Et là où ça devient complètement fou,
c'est que cette énergie pourrait être directement convertie en propulsion. Donc imaginez des sous-marins capables d'atteindre des vitesses jamais vues et surtout dotés d'une autonomie infinie. C'est pas mal quand même, hein. Le cerveau derrière ce brevet, c'est Salvatore César Pais, un chercheur, alors on peut dire aussi brillant que controversé. Il s'est fait remarquer avec des idées qui semblent sorties tout droit d'un film de science-fiction. Des moteurs capables d'annuler la gravité, aussi des technologies futuristes à faire pâlir les meilleurs scénaristes. Mais ce qui frappe, c'est que ce brevet n'est pas juste une lubie d'un savant fou. Il a bien été déposé au nom du département de la marine américaine. Alors aujourd'hui, pour être honnête, il est officiellement abandonné, c'est vrai. Mais une chose est sûre, ce sont bien les militaires qui tirent les ficelles en coulisses. Tiens, je viens d'évoquer la science-fiction. Ce n'est pas pour rien, car imaginez qu'on parvienne à miniaturiser cette énergie, au point de l'intégrer directement dans une arme. Alors vous le savez, les armes à énergie dirigée existent déjà. Elles utilisent des flux d'énergie comme des lasers ou des micro-ondes pour frapper instantanément une cible. Pas de cartouche, pas de chargeur, juste un tir ultra précis alimenté par une source d'énergie. Prenez le LAWS, qui est le Laser Weapon System, installé sur un navire de l'US Navy. Ce laser de combat de 30 kW est capable de détruire un drone en plein vol en quelques secondes, mais aussi de désactiver des missiles en grillant leur électronique. Frapper une cible avec une précision chirurgicale est le plus incroyable. Chaque tir coûte juste quelques dollars, contre des milliers voire des millions pour un missile. Mais le principal frein aux armes laser d'aujourd'hui, c'est l'énergie. Elles doivent être installées sur des navires qui sont lourds ou des véhicules imposants, car elles nécessitent une alimentation massive et stable. Mais imaginons encore que si la fusion nucléaire entre en jeu, ça change tout. On aurait des armes capables de tirer en continu sans jamais recharger, avec une puissance au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ce qui nous paraissait impossible hier est peut-être possible demain et deviendra la réalité. Et quand on voit que des startups comme Helion Energy travaillent déjà avec l'armée américaine sur des applications militaires, de la fusion, ça semble de plus en plus concret. Bon alors, est-ce que le grand public verra un jour cette technologie? Eh bien, sans donner de réponse catégorique, on peut déjà affirmer que ça ne sera pas facile. Hormis tout ce qu'on a vu, on est face à un problème, disons, mathématique. En 2022, la planète a consommé 28 500 TWh d'électricité. Ce chiffre paraît abstrait, alors remettons-le en perspective. Pour se faire une idée, regardons les centrales nucléaires classiques. Elles produisent en moyenne 1 gigawatt chacune. Si on convertit ça sur une année, 1 gigawatt par 24 heures sur 365 jours, ça nous donne à peu près 9 TWh par an. Donc, ça c'est pour une centrale. Alors le calcul est vite fait. 28 500 divisé par 9, ça donne 3167. C'est le nombre de centrales de fusion nécessaires. Donc il nous faudrait plus de 3000 centrales pour faire tourner la planète. Et si je vous dis qu'en 2050, la demande aura doublé, on se retrouverait donc avec 6000 centrales. Quand on sait qu'on en dénombre pour l'instant 440 centrales nucléaires classiques, on est loin du compte. Mais ne perdez pas espoir pour autant, car une toute nouvelle découverte pourrait accélérer tout ça. Des chercheurs ont détecté des superneutrinos d'une puissance hallucinante, 200 pétaélectronvolts. Pour vous donner une idée, c'est des milliards de fois plus énergétique que les réactions nucléaires que nous essayons de maîtriser aujourd'hui. Un tel niveau d'énergie défie l'imagination et remet en question tout ce qu'on croyait possible. Ces particules, quasiment insaisissables, détiennent une énergie cosmique colossale. Si un jour, nous arrivons à exploiter ces forces fondamentales, la fusion nucléaire pourrait bien finir par être juste qu'une étape intermédiaire. Une simple technologie de transition balayée par une nouvelle génération d'énergie tirée de l'infiniment petit. Après tout, nos réacteurs à fusion ne sont qu'une pâle copie du Soleil, alors que l'univers, lui, déborde de phénomènes infiniment plus puissants. Et quand on y pense, tenter de maîtriser une telle énergie, c'est un peu comme vouloir capturer un fragment du pouvoir cosmique lui-même. Justement, impossible de ne pas penser au mythe de Prométhée. Vous vous souvenez ce titan qui osa voler le feu aux dieux pour le donner aux hommes? Grâce à lui, l'humanité s'est libérée et a forgé des outils, bâti des civilisations. Mais ce don avait un prix. Une transgression qui lui a valu une punition éternelle de la part de Zeus.
Mais en fait, cette fusion nucléaire, quand on y réfléchit, c'est littéralement le feu du soleil. Alors, vouloir maîtriser une telle énergie, c'est peut-être franchir une frontière qui, autrefois, semblait réservée aux dieux. Une frontière que l'homme, guidé par sa soif de progrès, n'a cessé de repousser. Alors, en cherchant à dompter ce feu cosmique, sommes-nous en train de rejouer le mythe de Prométhée? Et si, au lieu d'avoir un avenir radieux, nous étions plutôt en train de créer un feu sacré? Un feu sacré qui pourrait, peut-être, bien finir par nous consumer. En attendant d'avoir la réponse, je vous remercie une nouvelle fois de suivre Ça coule de source. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à la liker. En attendant notre prochain décryptage, prenez soin les uns des autres et restez libres.